Mediapart est un journal indépendant en ligne créé en France en mars 2008 par des journalistes. Journal d'investigation, Mediapart emploie aujourd'hui 25 journalistes et a notamment sorti l'affaire Karachi. L'enquête a été menée par Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme qui viennent de publier le contrat aux éditions Stock, ce qui ne fait pas rire le président Sarkozy. Pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées à suite, et ça de Karachi. Enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Mais qui peut croire à une fable pareille? L'affaire de Karachi, c'est d'abord le récit d'une affaire incroyable. Une affaire dans laquelle on voit apparaître des hommes politiques, y compris français, des intermédiaires sulfureux, des agents secrets, des barbouzes. Et puis l'affaire de Karachi, c'est surtout une affaire interdite. Enquêter sur Karachi, c'est très compliqué. Très compliqué et parfois dangereux, c'est du moins ce que nous ont dit beaucoup de nos interlocuteurs. Ça a été difficile pour nous, en tant que journalistes, de convaincre certaines personnes de parler, de récupérer des documents. Et puis ça a été difficile pour les députés, puisqu'il y a eu une mission d'information parlementaire qui a tenté de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles 12 Français sont morts en mai 2002 à Karachi. Et le rapporteur de la mission lui-même a évoqué les obstacles qui ont été mis dans le travail de la mission. Il a parlé même d'entrave, ce qui est assez grave. Et puis il y a aussi un juge d'instruction, le juge Marc Trévidic, qui est donc chargé de l'enquête terroriste, et qui lui aussi rencontre des obstacles. On lui oppose le secret défense régulièrement. Quand on déclassifie des documents, ils n'ont aucun intérêt. Il y a des témoins qui lui racontent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire souvent n'importe quoi. Il y a aussi des documents qui sont dispersés dans plusieurs procédures judiciaires dont lui-même n'a pas connaissance. Et puis enfin, beaucoup de documents qui sont placés sous scellé et auxquels même donc, le juge n'a pas accès. Donc on voit bien à quel point l'enquête de Karachi est en quelque sorte une enquête interdite, et, ceci expliquant sans doute cela, une affaire aussi très contemporaine, puisqu'elle met en cause des personnages politiques qui sont aujourd'hui encore au pouvoir, et notamment le premier d'entre eux, Nicolas Sarkozy. Alors pour comprendre l'affaire de Karachi, il faut plonger dans le trou noir de la République, les ventes d'armes. Comprendre un peu quels sont les montages financiers qui peuvent présider à la conclusion de grands contrats d'armement. Dans cette affaire, on va s'intéresser tout particulièrement à un contrat qui porte le nom d'Agosta, c'est-à-dire la vente par le gouvernement Balladur en septembre 1994 de 3 sous-marins construits par la Direction des constructions navales, la DCN, au Pakistan. Alors comment ça marche un marché d'armement? Le pays vendeur, ici la France, verse des commissions à des intermédiaires qui sont chargés de les redistribuer à des décideurs politiques, administratifs ou militaires du pays acheteur, le Pakistan, pour les convaincre d'acheter français plutôt que suédois, chinois ou britanniques dans le cadre d'une rude concurrence sur des sommes absolument considérables. Des contrats, pour le contrat Agosta, on parle de 826 millions d'euros. Aussi immoral que soit ce système, il était parfaitement légal à l'époque, à savoir corrompre des agents publics étrangers pour décrocher des marchés d'armement. En revanche, il y a un phénomène qui a toujours été illégal, c'est celui qui porte le nom un peu barbare de rétrocommission, c'est-à-dire le versement de commissions, toujours à des intermédiaires, mais qui, au lieu de redistribuer l'argent dans le pays acheteur, reverse les fonds, généralement en espèces, au sein du pays vendeur, c'est-à-dire ici en France. Et c'est précisément le type de soupçon très lourd et concordant qui pèse sur le contrat Agosta, qui en réalité aurait servi à financer la vie publique française en 1994 et 1995. Pour bien comprendre l'affaire, il faut faire un petit rappel historique. En 1993, lors des élections législatives, la gauche subit une défaite quasiment historique. Donc la droite revient au pouvoir. François Mitterrand nomme un Premier ministre qui n'est pas celui qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire que ce n'est pas Jacques Chirac, mais Édouard Balladur. Pourquoi? Parce que Jacques Chirac, qui est le chef de file de l'opposition, entend se consacrer à la préparation de la prochaine présidentielle prévue en 1995. Et il demande naturellement à son ami de 30 ans, Édouard Balladur, de prendre Matignon. Sauf que dans le plan prévu par Jacques Chirac, il va y avoir un imprévu, c'est-à-dire qu'Édouard Balladur va se découvrir des ambitions présidentielles assez rapidement, en surfant sur des sondages qui lui étaient très très favorables. Il décide d'être candidat à son tour. On va donc retrouver le RPR, le même parti, avec 2 candidats, ce qui est quand même une situation assez unique et qui va poser un gros problème, notamment sur un point extrêmement sensible, c'est-à-dire le financement des 2 campagnes présidentielles qui se préparent. Pour Jacques Chirac, pas de problème. Il reçoit l'investiture du RPR et les sommes du parti qui vont lui être confiées pour sa campagne. Et par ailleurs, Jacques Chirac a pour lui son bastion, la mairie de Paris, avec là encore tous les financements éventuellement parallèles
qui en découlent. Édouard Balladur n'a pas tout cela. Par contre, Édouard Balladur, dans sa manche, a un atout de poids, la commande publique, puisqu'il est Premier ministre. D'autant plus qu'au sein du gouvernement, il a ses propres alliés, notamment François Léotard, qui lui apporte l'appui du Parti républicain. Et François Léotard est aussi, à cette époque-là, ministre de la Défense, évidemment un poste clé. C'est dans ce contexte que vont être signés, à la fin de l'année 1994, en toute urgence, 2 contrats d'armement très importants. Le contrat Agosta, donc la vente de sous-marins au Pakistan, et d'autre part, avec l'Arabie Saoudite, le contrat dit Sawari 2, c'est-à-dire la vente de 2 frégates. 2 contrats mirifiques qui vont être signés dans l'urgence à la fin de l'année 1994. Alors dans le cas du contrat Agosta, le montage financier est particulièrement éloquent. Alors que les négociations sont bouclées à l'été 1994, alors qu'une grande partie de l'état-major militaire, des responsables politiques et administratifs pakistanais ont été corrompus, que la France a été choisie pour vendre ses sous-marins, le gouvernement d'Édouard Balladur, et tout particulièrement son ministre de la Défense, François Léotard, impose à la dernière minute dans les négociations de nouveaux intermédiaires. 2 hommes d'affaires d'origine libanaise, Ziad Taqieddine et Abdulrahman El Assir. Ces 2 personnages vont récupérer 4% de commission sur le montant total du contrat, soit 33 millions d'euros qui vont leur être versés et de manière parfaitement injustifiée, puisque déjà il y avait une première enveloppe de commission qui avait servi à la corruption des décideurs pakistanais. C'est à partir de là qu'un certain nombre de soupçons vont naître sur quelle est l'utilité finale, la destination finale de ces commissions. Ne serait-elle pas liée à l'urgence à trouver de l'argent pour le Premier ministre candidat Édouard Balladur en perspective de l'élection présidentielle de 1995 ? Au sein de ce dispositif, il y a un personnage clé à côté du ministre de la Défense, c'est un certain Nicolas Sarkozy, qui est ministre du Budget. On le sait peu, mais le ministre du Budget, dans le cadre des grands marchés d'armement, est un personnage central, puisque c'est lui qui valide les plans de financement qui comprennent le versement de commissions. Et c'est ce que fera Nicolas Sarkozy dans le cadre de ce dossier, malgré les prétentions financières absolument extravagantes des 2 hommes d'affaires libanais imposés au dernier moment, puisque ces hommes, de manière parfaitement dérogatoire vis-à-vis des mœurs dans le milieu de l'armement, réclament de toucher l'intégralité de leur commission, c'est-à-dire 33 millions d'euros, dès la signature de leur mission de consultance. C'est le nom un peu barbare utilisé dans ces types de marchés. Ils en obtiendront finalement 85%, soit 28 millions d'euros, ce qui est déjà du jamais vu. Financement illégal ou pas, une chose est sûre, Édouard Balladur est battu lors de l'élection présidentielle de 1995, dès le premier tour, et c'est donc Jacques Chirac qui est élu. Et dès son arrivée au pouvoir, Jacques Chirac va convoquer Charles Millon, son nouveau ministre de la Défense, pour lui dire qu'il faut faire le ménage dans les marchés d'armement. Le sous-entendu, même pas implicite, mais semble-t-il explicite, c'est qu'il faut s'attaquer, c'est une phrase qui nous a été donnée, s'attaquer au trésor de Balladur. En clair, il faut arrêter le versement de commissions qui auraient bénéficié à Édouard Balladur. Alors pour ce faire, Charles Millon va d'abord demander au service secret, la DGSE, de pister l'argent suspect, c'est-à-dire de retrouver la trace des rétrocommissions, ce que les services secrets vont réussir à faire. Par ailleurs, la DGSE, toujours, va procéder à une série d'écoutes téléphoniques dans l'entourage de l'ancien ministre de la Défense, François Léotard, dont on a vu qu'il était un fidèle soutien d'Édouard Balladur et dont les liens avec les intermédiaires sulfureux sont apparus de manière assez nette. Et puis il y a une troisième action qui est mise en place, qui consiste à mandater un ancien policier, Frédéric Bauer, proche des Chiraciens, qui va être chargé d'aller annoncer les mauvaises nouvelles à l'intermédiaire principal dans l'affaire Agosta et Sawari 2. En l'occurrence, M. Bauer va aller voir Taqieddine pour lui annoncer qu'il ne toucherait plus les commissions qui lui restaient dues et qu'il fallait y voir simplement une mesure de rétorsion des Chiraciens à l'encontre des Balladuriens. Alors, à partir de 1997, un homme qui est contrôleur général des armées, qui s'appelle Jean-Louis Porchier, sera chargé par le ministre de la Défense de mener une enquête confidentielle sur le marché des sous-marins Agosta vendus au Pakistan. L'enquête est toujours d'ailleurs classée confidentielle défense. Cet homme que nous avons rencontré nous a livré un certain nombre d'informations explosives. D'abord que ce contrat Agosta a été une absurdité d'un point de vue industriel, puisqu'il a fait perdre énormément d'argent à l'État français, 76 millions d'euros au bas mot, alors que l'État français le savait avant de le signer, que c'était un contrat irresponsable d'un point de vue politique. Vendre des sous-marins au Pakistan en 1994 avec du transfert de technologie, ça a fait pousser des cris d'orfraie à un certain nombre de membres de la marine française à l'époque.
Et puis surtout, Jean-Louis Porcher nous révèle avoir recueilli dans le cadre de son enquête les confidences d'un ancien haut responsable du secrétariat général de la Défense nationale, un certain Michel Ferrier, qui lui a dit que le contrat Agosta avait été signé pour financer de manière occulte la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. À ces révélations s'ajoutent d'autres confidences qui émanent cette fois de l'ancien patron du contre-espionnage français, la DST. Lui s'appelle Yves Bonnet, c'est un ancien député de Cherbourg entre 93 et 97, c'est-à-dire précisément au moment où les contrats ont été signés par le gouvernement Balladur. Yves Bonnet, lui, dit avoir recueilli les confidences de l'ancien chef de la marine française et de l'ancien directeur de la DCN à Cherbourg, qui, eux aussi, lui ont dit que ce contrat avait été utilisé par le gouvernement de l'époque pour financer de manière, encore une fois illicite, la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. Les soupçons sont aujourd'hui renforcés par un autre élément, qui est un élément matériel, qui est la publication par Mediapart, il y a quelques semaines, de bordereaux bancaires, qui montre que 3 jours après le premier tour de l'élection présidentielle, en 1995, le compte en banque de l'association de financement de la campagne d'Édouard Balladur, l'AFICEB, a été crédité, c'est un compte à Crédit du Nord, d'un versement en espèces de 10 millions de francs. Une somme considérable, d'autant que le versement a été fait uniquement en grosses coupures de 500 francs et de 100 francs. Aujourd'hui, la défense d'Édouard Balladur face à ces révélations est peu convaincante, puisqu'il explique que ces 10 millions de francs proviennent de la cueillette d'argent lors de meetings pour le soutenir, mais on a du mal à croire que les militants le soutenant à l'époque ne versaient que des grosses coupures et des billets de 500 francs et 100 francs. L'affaire va rester en sommeil pendant des années et va ressurgir de manière inattendue dans le courant de l'année 2004. Le réveil va s'effectuer par le biais d'un homme, en fait, assez méconnu, mais qui est un homme clé dans l'histoire, c'est Jean-Marie Boivin. Jean-Marie Boivin, c'est celui qui a été chargé par la DCN de gérer une société offshore qui s'appelle Heine, qui a été créée au Luxembourg. Et cette société était chargée, en fait, de faire transiter les commissions suspectes versées dans le cadre des contrats d'armement passés par la DCN. C'est donc un homme clé, celui qui sait tout. Il se trouve que Jean-Marie Boivin quitte la DCN en 2004 et ça se passe mal. Ça se passe mal parce que Jean-Marie Boivin réclame de l'argent en échange de son départ et la DCN lui propose une somme qu'il juge beaucoup trop dérisoire, à peu près 600 000 €, qui vont lui être versés d'ailleurs. Mécontent, il réclame plus, 2 millions, 4 millions, 6 millions, il ira jusqu'à demander 8 millions d'euros. Et comme il n'obtient pas satisfaction, il va commencer à se livrer à un véritable chantage d'État. C'est-à-dire qu'il va écrire à des personnalités politiques d'importance, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Et dans ses courriers, de manière assez implicite, il menace de révéler les lourds secrets dont il est le détenteur s'il n'obtient pas satisfaction, c'est-à-dire s'il n'obtient pas l'argent qu'il réclame. Alors évidemment, ça va être la panique au plus haut sommet de l'État, parce que personne n'a intérêt à ce que ces révélations sortent. Et puis il va y avoir un événement assez incroyable, fin 2006, en octobre 2006 précisément, à savoir que la DCN va mandater 2 anciens agents de la DGSE pour aller en quelque sorte mettre en garde, lui d'y menacer Jean-Marie Boivin, pour lui dire en clair, il faudrait mieux que vous gardiez vos secrets pour vous. Et il se trouve que, grâce à des documents placés sous scellé, mais que nous avons réussi à exhumer, il apparaîtrait que ces 2 hommes auraient en fait été mandatés par un certain NS. C'est ce qu'indiquent des notes manuscrites. Derrière ce NS, il faut bien sûr lire Nicolas Sarkozy. Alors les 2 hommes en question que nous avons retrouvés démentent avoir été mandatés par M. Sarkozy. Mais une chose est sûre, c'est que Nicolas Sarkozy, qui n'avait aucun intérêt, évidemment, fin 2006, à ce qu'un scandale de cette nature éclate, eh bien Nicolas Sarkozy, il a de toute façon joué un rôle très important dans cette constitution de société Heine. C'est lui, en tant que ministre du Budget, en novembre 1994, qui autorise la constitution de la société. Et c'est lui encore, d'après la police luxembourgeoise, dans un rapport très récent de janvier 2010, qui joue un rôle majeur dans ce dispositif d'évacuation des fonds, on va dire, qui aurait permis le financement illicite de la campagne électorale de M. Balladur en 1995. Campagne, il faut le rappeler, dans laquelle M. Sarkozy joue un rôle majeur puisqu'il fut à la fois porte-parole et directeur de cette campagne. Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec le dossier Karachi, car nous avons découvert qu'il avait un autre talon d'Achille, c'est l'étroitesse de ses relations à lui et son premier cercle avec Ziad Takieddine, l'intermédiaire libanais sur lequel pèsent aujourd'hui tous les soupçons de financement politique occulte. M. Takieddine, nous l'avons rencontré
il y a quelques semaines, chez lui, dans son sublime hôtel particulier du 16e arrondissement, avenue Georges Mandel, à Paris. Il nous a d'abord révélé avoir rencontré Nicolas Sarkozy en 1993 au domicile de François Léotard. Ce n'est pas anecdotique, François Léotard était le ministre de la Défense à l'époque du gouvernement Balladur. Taqieddine, qui se vante d'être un ami de Nicolas Sarkozy, entretient également des relations parfaitement privilégiées avec un certain nombre de personnages membres du premier cercle du président de la République. Par exemple, Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, qui, en août 2005, s'est rendu à la villa du Cap d'Antibes que possède M. Taqieddine pour une soirée amicale. Était également présent Jean-François Copé, qui est un ami très proche de Ziad Taqieddine. Il lui a, par exemple, c'est lui qui, en avril 2004, lui a trouvé un chirurgien sur l'île Moustique quand Ziad Taqieddine a eu un accident de voiturette qu'il impute aujourd'hui à une tentative d'assassinat. Christian Estrosi, également, est un proche de Ziad Taqieddine. Les liens privilégiés des sarkozystes avec M. Taqieddine peuvent également se vérifier à l'aune d'un événement important qui a eu lieu de manière très récente, en août 2007. C'est la fameuse affaire de la libération des infirmières bulgares. Il s'avère que Ziad Taqieddine a été l'émissaire de la France de Nicolas Sarkozy, pour convaincre le colonel Kadhafi de libérer les infirmières bulgares. Cette information nous a été délivrée par Ziad Taqieddine lui-même et nous a été confirmée par Claude Guéant, qui est le numéro 2 de l'Élysée. Confirmation un peu gênée aux entournures, il est vrai. L'affaire va ressortir finalement assez récemment. D'abord, en 2007, il se produit un événement d'importance, c'est-à-dire que le juge Bruguière quitte ses fonctions et il est remplacé par un autre juge antiterroriste, Marc Trévidic. Marc Trévidic va reprendre l'enquête sur l'attentat de Karachi à zéro. Et en septembre 2008, il va s'appuyer sur un document révélé par Mediapart, document qui suggère qu'il pourrait y avoir une autre piste que celle qui avait été privilégiée par le juge Bruguière. M. Bruguière s'était concentré uniquement sur la thèse que lui avaient proposée les services secrets pakistanais, à savoir l'implication d'Al-Qaïda dans l'attentat. Le document en question, en revanche, qui est un rapport dit Nautilus, rédigé par un ancien policier pour la DCN, ce rapport suggère qu'il pourrait y avoir derrière cet attentat une piste politico-financière, un règlement de compte, c'est-à-dire des représailles qui auraient été menées suite à l'arrêt des commissions décidées par Jacques Chirac en 1995. Le juge Trévidic va prendre cette nouvelle piste tellement au sérieux qu'en 2009, il va confier aux familles que cette nouvelle hypothèse est cruellement logique. Alors il faut quand même préciser, c'est évidemment important, qu'à l'heure qu'il est, le magistrat n'a pas pu réunir de preuves matérielles de ce lien entre l'arrêt des commissions et l'exécution de l'attentat, mais disons qu'il y a un faisceau d'indices qui font que cette piste peut être prise tout à fait au sérieux. Ce qu'il faut dire enfin, et c'est très important, c'est que toute cette affaire ne serait jamais réapparue s'il n'y avait pas eu un juge indépendant, juge d'instruction. C'est juge d'instruction dont le pouvoir réclamait la suppression il y a peu et dont on voit bien quel rôle majeur ils peuvent jouer dans une démocratie comme la nôtre. C'est-à-dire que c'est par leur intervention qu'on peut espérer voir apparaître les secrets inavouables de l'État.